Alain Duhamel, le dinosaure du journalisme politique français, a écrit un livre où il vient nous parler de son avis sur chacune des grandes figures de la politique française actuellement. Et Paris Match en a sorti les bonnes feuilles pour que nous puissions parler de politique sans jamais parler de politique. Et ça, c'est notre passion. Nous allons pouvoir, avec délectation, bien rigoler. On va se détendre un petit peu, mais en vrai, on va montrer un petit peu en quoi le journalisme de cours peut être passionnant à étudier. Et pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, es-tu prêt à écouter le grand, l'incroyable, le merveilleux Alain Duhamel nous tartiner du vide sur la politique? Alors déjà, petite précision, Duhamel n'est pas un dinosaure au sens des espèces, c'est un trilobite, c'est-à-dire une espèce qui a vu passer les dinosaures et qui a survécu à toutes les comètes, les météorites, donc plus ancien encore que les dinosaures. Donc, mais merci Chris, merci, parce que c'est vrai que moi je le situais plutôt au niveau du Crétacé, mais il faut être précis sur la paléopolitique. Ils sont deux avec Jean-Pierre Elkabbach, qui je crois n'est pas mort, mais j'ai un doute maintenant en le disant. Et puis après, il y a Michel Drucker. Voilà, Michel c'est Drucker ça. aussi. Non, Paris Match, c'est intéressant, parce que surtout maintenant, c'est intéressant. Je me dévoile pas en disant ça, mais c'est intéressant sur la politique parce qu'il y a le dépolitisant est politisant. Là, c'est un truc un peu bourdieusien que je viens de faire, un peu comme le fait diversion, pour ceux qui ont lu ce petit ouvrage, cette petite conférence sur la télévision. Mais il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire quand on dépolitise, effectivement, on amène des structures mentales vers penser que la politique c'est une affaire de personnes, de charisme, de qualité physique, de qualité morale, de bonne tenue, de culture, on va le voir. Et ça, c'est une forme de personnalisation dépolitisante sur lequel Paris Match, et surtout pendant les campagnes présidentielles, on va rentrer dedans, est à l'avant-garde, et vraiment très important. Tous les grands candidats vont faire du Paris Match pendant leur campagne. On va voir leurs femmes, on va voir leurs chiens, on va voir leurs enfants, leur cuisine, on va les voir en tablier. Voilà, vraiment. L'exemple typique de ce format-là, c'est un truc qu'on avait fait, allez voir, c'est très rigolo, sur Julie Gaillet et François Hollande dans leur maison de campagne. Oui, leur petite maison avec vue sur les pauvres à Tulle. Voilà, c'était vachement bien. Et donc vraiment, il va falloir faire ça parce que nous, comme on essaye de comprendre les codes de la politique directement chez les candidats, donc ça vous voyez, on décode ça, mais là on va le décoder aussi dans la façon de traiter l'info et pendant la présidentielle qui arrive, là ça va être très très important de repolitiser cette dépolitisation et aussi comme nous, on veut dépersonnaliser, désincarner cette 5e République qui est une forme de monarchie, qui est horrible, voilà. Et ben, ça va être aussi un moyen justement de remettre de la politique, c'est-à-dire de rendre les personnages secondaires là où Paris Match veut les rendre principaux. Voilà. Donc, je trouve l'exercice, il va être vraiment très intéressant. Et en plus, là, il fait un petit peu la liste de tous les protagonistes, donc ça nous fera une espèce de sommaire pour la présidentielle qui vient. Beaucoup de mots, Chris, pour justifier le fait que tu nous as tannés pour nous demander absolument de payer un abonnement à la brèche à Paris Match parce que tu avais envie de voir Éric Zemmour en maillot de bain. Écoute, bon, j'ai le droit de lire ce que je veux sur la plage. Voilà. Chacun ses goûts. J'ai mon summer body et mon summer reading. Voilà, donc... Bref. Donc, les amis, nous allons partir sur cet incroyable article de Paris Match et je me permets très rapidement de vous refaire un petit point sur qui est Alain Duhamel parce que je vous rappelle que c'est la dynastie où tout le monde couche avec tout le monde et fait des enfants qui eux-mêmes couchent avec les enfants des autres. Et puis au bout d'un moment, bon, ça manque un petit peu de brassage génétique, mais bon, nous n'allons pas mettre notre nez dans les affaires de l'aristocratie médiatico-politique française. Moi, je pense que du coup, ça va créer au bout de quelques générations, tu sais, le fait qu'il s'essouffle même et que ça... que ça mette fin à ce truc, si jamais le glorieux communisme n'arrive pas à advenir. Ce dont je ne doute pas, évidemment. Mais donc, dans la famille Duhamel, avec Alain, nous tirons l'oncle. Donc, Alain Duhamel a un frère. Et ce frère s'est marié à Nathalie Saint-Cricq. Nathalie Saint-Cricq, vous le savez, qui est une journaliste politique de premier plan, qui est elle-même héritière d'une famille qui détenait de la grande presse régionale, etc. Et qui est maintenant à un poste extrêmement haut de France Télévisions, directrice des programmes politiques et tout ça. Enfin bref, énorme poste. Ensemble, ils se sont reproduits. Excusez-moi si vous avez l'image. Et ça a donné... Mais moi, j'avais pas l'image, mais quand tu t'es excusé pour l'image, je l'ai eu, quoi. C'est que je l'ai eu aussi, et du coup... Bref. Et donc, ça a donné un certain nombre d'enfants, dont Benjamin Duhamel. Benjamin Duhamel, qui est un journaliste politique de premier plan également, qui explique régulièrement à quel point ça a été difficile de se faire de la place dans ce monde à côté de son maman et de son tonton. Et donc, il est maintenant à la matinale de France Inter, comme vous le savez sûrement. D'ailleurs, il a été très choqué par la main-doigt de Jean-Luc Mélenchon. Sa maman était venue le défendre. Benjamin Duhamel, qui est en couple avec une journaliste politique qui s'appelle Agathe Lambray, je crois. Alors, je ne la connais pas très bien, mais j'imagine que s'ils se reproduisent, la progéniture...
Elle est sur France Oui. Info, elle a une voix un petit peu Ah oui. éraillée. J'aime bien Oui, sa tout à voix, fait. moi. Elle a une voix qui change un peu. On la reconnaît tout de ok. suite quand on écoute. Ok. Bon, après, elle raconte des conneries au matinal, mais ça, c'est... Après, couche avec Benjamin Duhamel, donc bon, bref. Du coup, j'imagine que si un jour ils se reproduisent, la progéniture prendra aussi la tête de je ne sais pas quelle matinale de France si on n'a pas réussi à prendre le pouvoir d'ici là. Mais Benjamin Duhamel a aussi une cousine qui s'appelle Amélie Oudéa Castéra, dont la mère est aussi la sœur du père de Benjamin Duhamel, mais aussi du coup la sœur d'Alain Duhamel. Bref, vous voyez un petit peu le... Ah, mon Dieu. Et Amélie Oudéa Castéra s'est mariée avec Frédéric Oudéa, qui est PDG de Sanofi, après avoir été PDG de la Société Générale, et son père, qui s'est marié avec la sœur d'Alain Duhamel, était PDG de Publicis. Bref, j'arrête ici les gars, mais vous avez compris, tout ça est un petit monde d'entre-soi, duquel nous ne faisons pas du tout partie, et un jour ça va changer. Force à vous les Duhamel, si vous nous regardez, ne vous inquiétez pas, nous avons tout un tas de travaux très intéressants à vous faire que nous allons partager tous ensemble. Il se peut que vous partagiez un petit peu aussi bien les places au soleil que les places les mains dans la merde et que vous vous resituiez un petit peu plus normalement dans la société française très bientôt. Tout cela, bien sûr, avec grande camaraderie, car nous sommes en fraternité avec tous les êtres humains de cette planète. Là-dessus, mon Chris, Ce qui est marrant, c'est que t'as Bardella qui... Ouais, j'ai mis la photo là de l'article avec Bardella qui te regarde en mode... Ouais. Et il a raison, Bardella, de nous regarder comme ça, parce que ce que tu décris, c'est très très intéressant, parce qu'on est vraiment en fin de régime, tu sais. Ah ouais. On a des dynasties. Et donc, Zoé vous a fait l'arbre généalogique comme si c'était une famille aristocratique, tu sais, de Mais seigneurs. ça en est une. Ça en est De une, fait. tu vois. Vraiment fin de régime. Et on a un Duhamel qui est une sorte de Saint-Simon. Alors, Saint-Simon, il y en a deux dans l'histoire de France. Il y a Saint-Simon, le socialiste scientiste, quoi, pré-marxiste, là, qui est intéressant, mais qui est une forme de socialiste français non marxiste. On pourrait revenir là-dessus, d'ailleurs. Fourier, Saint-Simon, voilà, Leroux, voilà. Bref, c'est le Saint-Simon de la cour de Louis XIV qui est très intéressant, justement, qui a écrit justement ses chroniques où il explique tous les petites trameries avec une très belle plume, comment ça se trame, etc. Les trucs de cour, les cancans, voilà, avec la Palatine, avec Monsieur le frère du roi. Bah, là, en fait, Duhamel, c'est le Saint-Simon moderne, quoi. Tu vois, vraiment, comme tu disais, il dépolitise et il raconte des trucs de cour, des caractères des gens, voilà. Donc, on va regarder ça, quoi. C'est rigolo que tu dises ça parce que c'est le dernier incartade. Après, on rentre dans le dur, les amis promis. Mais c'est rigolo que tu dises ça, mon Chris, parce que bon, je suis allée voir le wiki de Alain Duhamel, comme à chaque fois que nous parlons de quelqu'un. Alors déjà, je suis un peu surprise. Il a un tout petit wiki. Ah, c'est pas la alors taille bon. du wiki qui compte, hein. Oui, Parce voilà, que, je ouais, sais que c'est pas la taille qui compte. le mais mien c'est quand n'existe même pas, donc... C'est vachement surprenant, quoi. Je Bref. suis surpris aussi. Et donc, dans son tout petit wiki, ça commence par il est membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, le nom du truc, déjà, sciences morales et politiques, t'as envie de te dire, ouh là là, Oui. ça, c'est vraiment un endroit où il y a plein de Alain Duhamel, hein, ça, c'est sûr. Oui. Et alors, Là, juste, t'es je dans vous une lis, société bourgeoise quand t'as des institutions comme ça, c'est c'est sûr. automatique. mais juste, je vous lis le tout début de l'Académie des sciences morales et politiques. Faites bien attention aux dates parce que c'est très précis. Donc, c'est l'une des 5 académies de l'Institut de France, fondée en 1795, supprimée en 1803, et rétablie en 1832. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ces dates? Ah ouais, rétabli par la monarchie de Juillet, la pire monarchie, l'alliance de la bourgeoisie et de la monarchie, mais c'est une folie, quoi. Voilà, voilà. Donc, écoutez, il siège à cette académie. Très joli endroit, un beau bâtiment et tout ça. Alors, c'est pas aussi beau que le siège du PCF au colonel Fabien, qu'un jour nous récupérerons. Bien sûr. Mais c'est pas mal. Alors, notre célèbre journaliste qui côtoie la classe politique depuis 60 ans. C'est pour ça quand on dit que c'est un trilobite, 60 ans. C'est n'importe quoi. Et les gens, vous vous rendez compte, 60 ans, le gars était là en 66. Le gars, il était là, Pompidou était Premier ministre. Bon, La dinguerie. vraiment, voilà. Toujours mesuré, parfois caustique ou cinglant, mais jamais méchant. C'est vrai. C'est comme nous. Tout pareil. On aurait pu être Alain Duhamel. La phrase, déjà, tu sais que t'es dans le journalisme de cours, quoi. Donc voilà, à grand renfort de formules courtes variées, parce que ouais, vraiment des trucs de cours, quoi, parfois péremptoires, mais toujours ciselés. Mais c'est écrit par de l'IA, c'est pas possible. Ah ouais, c'est L'inoxydable insupportable. journaliste politique finit par dessiner très fidèlement le paysage politique français. Loin de la caricature, il retrace les parcours, aborde les failles personnelles, analyse les idées, jauge l'envergure et s'exprime sur le destin qu'on peut leur prêter. Voilà. Donc Paris Match a sélectionné ce qu'on appelle dans le monde du journaliste de mecs qui ont 55 ans et qui ont des VSS, ouais, bon, j'en dirai pas plus, mais voilà, les bonnes Non, feuilles. pour Alain Duhamel, on est sûr que non. Moi, les mecs blancs, riches, de grands pouvoirs, je pars du principe qu'ils sont toujours clean. Alors on commence par, on va le faire à tour de rôle.
Donc Oui. tu commences, honneur aux dames. Moi, je suis un Allez. Français courtois. Et donc, nous allons commencer par ce cher Gabriel Attal. Gabriel Attal, je vous conseille d'aller voir la vidéo que nous avions faite sur le lancement de sa campagne quand Gabi tente de se faire une place au soleil pour la présidentielle 2027 et d'essayer de tuer son père Emmanuel Macron, où nous revenons notamment sur son bilan, notamment sur sa stratégie là qu'il va développer pour essayer de se détacher de la Macronie. Allez voir ça. Et donc, Gabriel Attal, les bonnes feuilles de Monsieur Duhamel, un ambitieux, un séducteur, bien décidé à jouer ses cartes, la jeunesse, l'audace, la modernité. Ça rappelle quelqu'un. Ça On est nous à 2 doigts du jeune et dynamique là. Voilà, là j'ai rajeuni de 10 ans, là j'ai l'impression qu'on parle de Macron. Vraiment, c'est exactement les mêmes termes que Macron. Enfin, il n'y a pas d'originalité, on sait tous que c'est son clone, son sosie, etc. Je te laisse finir le truc, mais là vraiment on nous décrit le Macron bis là. Gabriel Attal a l'avenir devant lui, mais pas de calendrier. Oui, si, il essaye d'en avoir un, mais c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu compliqué. Si, son calendrier, en vrai, c'est d'aller s'allier avec le Parti Socialiste. Putain, Bah oui. Chris, ça va encore être hyper énervant. Ça va encore être hyper énervant, c'est-à-dire que le gars, ça fait 60 ans qu'il est dans les sphères politiques. Il est payé une blinde. Dès qu'il écrit une merde, tout le monde le relaie dans les médias et tout ça. Et le mec ne dit rien. Ça va être insupportable. On va s'énerver. C'est ça qui est bon. Et alors, vous allez voir le style d'écriture d'Alain Duhamel, c'est de faire des énoncés, des listes de courses, d'adjectifs, comme ça, avec beaucoup de virgules d'apposition. Et comme ça, après, son éditeur lui dit mais tu ne serais pas un peu le deuxième Proust, par hasard ? Virgule d'apposition, je vois qu'on a fait un bac littéraire, du coup. Alors non, j'ai fait pire que ça, Chris. J'ai fait un bac scientifique et après, j'ai fait des études de médecine où vraiment, voilà, tu vois, traîner avec des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de sortir des mots de con comme ça tout en n'étant pas méga cultivés. Tout dans cette équipe je croyais que tu allais déraper quand tu allais dire avec des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de sortir. Et je pensais que ça allait être. Alors oui, aussi. Je pensais que ça allait être un organe. Alors j'ai beau être parfaitement confraternelle, je rappelle qu'en termes de niveau de VSS, la fac de médecine, on est sur des niveaux égalés seulement par PPDA, quoi. Donc voilà. Alors, une volonté, des espérances, des atouts, des obstacles, des défis, des concurrents. Pardon, je ne peux le dire que sur ce ton. Mais ce privilège est précieux. Le temps. Vous savez, il y a le même, tu sais, écriture en feu. Pour ceux qui le connaissent. Tu sais, il l'a écrit, il a posé son stylo. Putain, elle est où Nathalie, ma belle-sœur, là ? Elle est dans le salon. Viens voir ce que j'ai écrit sur Gabriel, comme c'est beau. Non, mais vraiment. Et Nathalie derrière qui dit quand je vais lire ça à Benjamin, il va trouver ça incroyable. Vraiment. Ce qui est trop bien, c'est que donc, du coup, en fait, ça dit rien, mais c'est intéressant parce que ce que lui dit, pas de calendrier, privilège le temps. Alors là, il dit une chose sur laquelle nous, on est d'accord. Le mieux à faire pour Attal, c'est surtout de ne pas essayer de capter l'héritage macroniste en 2027, parce qu'il va se faire fumer. C'est plutôt de passer son tour et justement revenir ensuite, quoi. C'est-à-dire, voilà, je sais pas si c'est ce qu'il essaye de dire entre les lignes, mais en tout cas, Gabriel Attal n'a aujourd'hui pas de calendrier et pas d'espace politique, et il va se fracturer s'il essaye d'être dans une candidature. Donc le mieux pour lui, c'est d'attendre la fracture du centre, de récupérer le centre droit, attendre que le PS échoue à le récupérer, voilà. Et pour ça, Duhamel a raison, oui, il est jeune, donc il peut se permettre d'enjamber une étape, c'est important. Ouais. Oui, sauf qu'avant ça, Duhamel n'a prononcé que les mots volonté, espérance, atout, obstacle, défi, concurrence, qui tu n'as rien dit une fois que tu as prononcé ces mots. Mais par contre, il a mis beaucoup de mots avec des virgules entre chaque mot, donc c'est bien. Alors mon Chris, peux-tu enchaîner sur le prochain qui est, alors pareil, nous avons fait un banger sur lui. Vas-y, dis-nous qui c'est. Jordan Bardella, et vous allez voir comme Duhamel la politise, là, comme on disait dans la dépolitisation. Il nous vend un Bardella un peu faux, moi que je considère faux, mais on va le voir ensuite. Du charisme. Une intelligence froide, une certaine capacité de travail. Alors, pas démontré au Parlement européen, a priori. Non, et voilà. Le coach sourire non plus. Le coach sourire à 130 000 balles a dit Jordan, globalement, il faut rien, il branle rien. Il passe son temps à lire ses fiches un quart d'heure avant d'aller en interview pour lire les éléments de langage, et globalement, c'est tout. C'est ça. Donc, à peu près la capacité de travail de Pénélope Fillon, de ce qu'on sait. Il a bossé ou pas ? Il avait une boîte mail. Alors, bon, pour les gens qui sont dans le monde du travail, et surtout dans ce qu'on appelle les services support des bureaux, avoir une boîte mail, ça signifie pas travailler. Voilà. Une autorité naturelle et une aptitude à incarner sa génération. Ça ne veut rien dire. Et ça, mais ça, c'est très intéressant. Moi, je trouve qu'il y a des trucs là-dedans. Incarner sa génération. Alors ça, c'est vraiment les gens qui disent rien, qui noient les clivages de classe, les crises, les CSP, etc., les rapports au travail, les rapports au chômage, etc., des générations comme si elles étaient uniques. C'est une critique qu'on a fait à Salomé Saké. Il y a des gens qui vont te dire, moi je l'attends, je prophétise.
Gala ou Paris Match, peu importe les deux. Le combat des générations, la une, Salomé Saké contre Jordan Bardella. Tu la vois là ou pas? Genre, l'entretien exclusif, combat des générations, novembre 2026. Tu vois, et ça c'est vraiment le truc nul au possible, quoi. Comme si c'était les forces matérielles de la génération et comme si les idées étaient secondaires par rapport à ça. Or, faux. Ce qui fait une génération, paradoxalement, les forces matérielles fait les contradictions, fait les potentiels, etc. Mais ce qui fait une génération, c'est justement les idées. Ce qui fait la génération, de mai 68, c'est les idées qui l'emportent sur le reste. Ce qui fait une génération des années 80, des années 90, c'est ces idées-là, tu vois. Et là, justement, je pense, moi, que Jordan Bardella n'incarne pas du tout sa génération. D'ailleurs, si on analyse, on le fera sûrement, les votes de la jeunesse sont beaucoup plus pour Mélenchon, etc. Jordan Bardella est la génération que les vieux voudraient avoir. Les vieux comme Duhamel, les vieux conservateurs, mais ce n'est pas l'incarnation de sa génération. Sa génération vomit en grande partie les idées et la vision du monde de Jordan Bardella. Donc je trouve ça très intéressant. J'ai fait 2 lignes, je viens de faire 10 minutes, excusez-moi, mais on est sur la patte du team, voilà. Et là, il est obligé d'aller vers ce que tu disais, parce qu'il se dit, j'en ai quand même dit un peu beaucoup, et là, il rajoute peu de lecture, peu de culture. Bon, manquant de fond, mais pas d'assurance. Là, je te laisse alerte mascu. C'est genre, ah ouais. C'est typical mascu ou typical grande bourgeoise aussi. Amélie Oudéa-Castéra dans le genre manquant de fond mais pas d'assurance quand la meuf arrive devant une commission parlementaire en t'expliquant. Alors en fait, donc j'ai accepté de baisser ma rémunération quand j'étais à la Fédération française de tennis parce que tu sais, elle te parle comme si tu avais 2 ans et demi et qu'elle t'expliquait comment baisser ta culotte pour faire caca sur le pot. Donc elle est là. Voilà, donc devant la Fédération française de tennis, j'ai accepté de baisser ma rémunération pour arriver à 600 000 € par an, ce qui n'est pas beaucoup. Au regard de mon talent, quand je travaillais chez Carrefour, j'étais payée beaucoup plus que ça, mais moi, vraiment, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir donner mon talent au service de l'intérêt. C'est vraiment ça, en fait. Tu fais bien, Mélie. Je trouve que tu pourrais faire Jaja comme elle fait, quoi. On y est, quoi. Je m'entraide et je vous le fais. Ok. Alors, mon compte fond, mais pas d'assurance, c'est l'ascension la plus météorique de toute la classe politique. Ouais, alors, météorique, médiatique. Je veux dire, quand t'as des gars qui viennent te dire qu'il a beaucoup de charisme et une intelligence froide, alors que le type est une baudruche fabriquée par des communicants pour 130 000 balles. Avec un QI de bulot. Tu lances un truc en l'air et tu dis, waouh, regardez, ils volent. Alain, on l'a vu ton tour de passe-passe. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment catastrophique, quoi. Présidentiable plausible, voire probable, en rien de son fait. Plus méloniste que mariniste. Donc, je veux qu'on écoute les capsules de la pas du tout. Tu as bien fait de nous écouter, Alain. Voilà. Plus près de la présidente du Conseil italien que de la fille de Jean-Marie Le Pen. Bah oui, mais non, mais là, c'est exactement ce que tu viens de dire, la phrase d'avant, Alain Duhamel. Enfin, en fait, c'est un effet de, comment on dit en bac littéraire, de. Ah, je m'en bats les couilles. Je redondance. m'en bats les couilles. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est son éditeur, il lui a dit qu'il faudrait faire au moins 200 pages, Alain, parce que sinon, si on sort un livre de 60 pages, ça se voit que c'est du foutage de gueule et que c'est vraiment juste parce que tu as besoin de te refaire et d'alimenter tes royalties et tout. Donc du coup, est-ce que tu peux dire un truc dans une phrase et redire exactement la même chose avec plus de mots juste après, s'il te plaît? Bon, Jordan, voilà. Donc nous, Jordan, on dit que c'est le Chirac. Il sera obligé de trahir pour son avenir. C'est presque un slogan de Ruffin, ça. Donc il va rejoindre la droite quand Marine Le Pen pourra se présenter à la présidentielle ou parce qu'elle l'empêchera de gagner. Voilà, on verra. Alors ensuite, Michel Barnier, vous souvenez-vous de Michel Barnier? C'est bien, Barnier, plus personne pense à lui. Plus personne pense à lui, alors qu'il y a un an, le gars tombait, il y a à peu près un an, quoi, un petit peu moins. Michel Barnier, donc je vous rappelle, c'est le gars, vieux mec de droite, ça fait très 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 longtemps qu'il a été ministre et machin et truc et bidule. Et donc, au moment où Macron dissout en 2024, juste après les européennes, c'est la sauce, le NFP, vous savez ce qu'on pense du NFP, on en pense du mal. Ensuite, le NFP arrive en tête, avec un espèce de parlement ingouvernable à 3 blocs, central, bloc de gauche avec le NFP, qui est très, on va dire, divers, et bloc droite, extrême droite, voilà. Et donc, c'est la sauce. Pendant des mois, il n'y a pas de Premier ministre, et il finit par nommer Michel Barnier, qui nous vend littéralement un des pires budgets qu'on nous a proposé dans les dernières décennies de la France. Et pourtant, il y en a eu un des budgets de merde. Mais alors, le budget Barnier, on était sur des niveaux. Et donc, il y a eu censure, parce qu'à ce moment-là, le PS n'a pas décidé de sauver le cul de Michel Barnier. Et donc, il y a eu censure, et le gouvernement est tombé. Et ensuite, on a eu François Bayrou, dont nous allons parler juste après. Mais je vais vous lire ce que l'incroyable, le merveilleux, le fantastique, le mirobolant, oui, moi aussi, je mets à la suite des mots, comme ça, pour rajouter du temps, Alain Duhamel va nous dire sur Michel Barnier. La plus belle allure de la classe politique.
franchement, moi je pense qu'il faut sucer plus fort. C'est pas assez. Vraiment la dépolitisation, la plus C'est pas belle assez. allure. Le mec a kiffé son costard, tu vois. T'es là. Mais ce qui est en plus trop marrant, c'est que tu vois, ça trahit un peu, tu sais pourquoi ils le trouvent très beau, parce qu'ils ont le même âge. Ils se disent, Bien sûr. si je vends que Barnier est beau, peut-être que moi derrière, vu que je suis à peu près pareil, je peux passer. choper. Il a ressuscité la droite qui venait de subir une défaite écrasante aux élections législatives déclenchées par la dissolution. Je sais pas si on peut dire qu'il a ressuscité la droite, Barnier, en vrai. Hein. Non. Parce que là, derrière, c'est quand même la sauce. Hein, ça va se déchirer entre Retailleau et Wauquiez et tout. Enfin, on peut vraiment pas dire qu'il a ressuscité la droite. Alors, c'est une très mauvaise analyse politique Bah pour oui. le coup. Bon, après, ça fait 60 ans qu'il fait ça. Donc, mais pour le coup, il a vraiment en fait fini la droite. Barnier n'a pas pu permettre l'unité de la droite. Et là, il y a vraiment Wauquiez et Retailleau. Donc, ressusciter la droite, ça aurait été de lui donner une unité. La droite est très divisée, hein, ça c'est un truc que souvent à gauche on oublie, mais la droite est encore plus divisée que la gauche souvent. Et en fait, elle arrive à gagner justement quand une personne arrive à faire l'unité. Ça a été Chirac, ça a été Sarkozy à un moment donné. Là, ils ont du mal à le faire. Et en fait, Michel Barnier n'a pas permis cette unité. Au contraire, il a créé un clivage encore plus grave. Tombé comme il est tombé, enfin, ça a définitivement tué la droite, quoi. Carrément. Et donc, Duhamel continue en disant « Négociature du Brexit, 2 points, ouvrez les guillemets, je ne sais pas qui il cite, hein, du coup. Il y faut du souffle, du mollet, et c'est sa marque, de l'opiniâtreté et un sens de l'orientation politique aiguë. » Là, il n'y a rien. Tu te dis... Ah ouais. J'ai Ouais, envie il de cherche un souffler truc. dans le micro pour que vous entendiez le vent dans ses paroles. Il quoi. cherche C'est un vraiment- truc, négociateur du Brexit, c'est des trucs, tu te dis on sait pas ce qu'il a négocié, machin. Enfin à l'époque il nous faisait croire que le Royaume-Uni allait disparaître de la Terre, tu sais, enfoncé sous les eaux telle l'Atlantide parce qu'il sortait de l'Union Européenne. Résultat, ça va à peu près aussi bien en termes de chômage et d'inflation que ce que l'Union Européenne vit, parce que je le rappelle, ce ne sont pas les alliances entre capitalismes qui sont premières dans la destinée des pays capitalistes, c'est le capitalisme lui-même. Voilà, donc ils sont en crise de partout. Ensuite, on a... Oh, et après, on a le merveilleux, l'incroyable François Bayrou. J'ai hâte que tu nous dises ça, mon Chris. Est-ce qu'il va parler de Betaram, à ton avis ? Je pense que non. Je pense que non, mais on va voir. On n'est pas à l'abri d'une surprise. De grandes facilités intellectuelles et un caractère bien trempé. Attends. Il parle du gars. Donc, je vous rappelle que le mec... Il s'était fait pécho, tu sais, parce que il avait demandé un vol en jet privé pour rentrer, voter les horaires de piscine de la mairie de Pau. D'accord, tu te souviens de ce bail? Alors qu'il y avait des trucs à gérer hyper importants et tout, que c'était la sauce. Attends, c'était quelle sauce? C'était le moment où il y avait une catastrophe naturelle à Mayotte. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, donc il y avait des morts et tout, on savait pas combien de décès, enfin un truc horrible quoi, vraiment horrible. Et lui il s'était barré, on avait payé je sais plus genre 12 000 balles pour qu'il fasse un aller-retour en jet privé à Pau pour aller discuter des horaires de piscine, et tu revois le gars, moi je revois encore ce gars à l'Assemblée nationale, sénile, hein. Je suis désolée de le dire comme ça, c'est pas nos jugements, hein, mais vraiment sénile. Tu sais, on lui avait donné des éléments de langage et le mec était accroché à son micro, il faisait « Oui, ben je suis ancré dans les territoires », enfin t'es là mais... Vraiment. En fait, c'est ça. De grandes facilités intellectuelles, peut-être jusqu'à 2007, son prime. Oui, il y a 30 ans, ouais. Tu te rappelles le Bayrou Prime, quand il était troisième, il a fait 19% à la présidentielle. Ouais. Derrière Ségolène et Sarko, il s'est dit, ça y est, mon destin est là. Donc, voilà. Donc, heureusement, la moïsation est passée par là. Il a imposé son entrée rue de Varennes. Ça, c'est vraiment les trucs de courtisans. Rue de Varennes, c'est l'adresse de l'hôtel de Matignon, là où siège le Premier ministre. Rue de Varennes, d'ailleurs, je fais une petite pub France Culture pour ceux qui aiment ça. Il y a un podcast fiction qui s'appelle Rue de Varennes. Il y a 6-7 saisons. Je sais pas si tu connais ça. Oui, moi, j'ai pas tout écouté, mais c'est bien. C'est super si vous aimez genre Baron Noir, la série Canal, voilà. Là c'est un podcast quoi, c'est juste radio, mais il y a des personnages et tout, c'est vraiment trop bien, c'est même mieux que Baron Noir, rue de Varennes, voilà, sur France Culture. Voilà, il a imposé sa sortie. Alors il a implosé sa sortie. Alors c'est un jeu de mots, excuse-moi, mais nous, on le dit, on y a beaucoup aidé en faisant monter le mouvement du 10 septembre. Parce que sans le mouvement du 10 septembre, il n'y a pas Bayrou qui dit « Je ne peux plus gouverner, je demande la confiance ». Voilà, donc vraiment, il n'a rien imposé du tout. C'est le peuple qui a imposé la sortie
à Beyrouth qui était mort. Petit rappel très rapide, les amis. En juillet, Beyrouth, juste avant que tout le monde parte en vacances, annonce pour le budget à la rentrée un budget absolument immonde, mais immonde. Suppression de jours fériés, doublement des franchises médicales, tous ces trucs-là. Vraiment un truc dégueulasse. Il se dit, je balance ça en juillet, juste avant que tout le monde parte en vacances. Comme ça, je coupe l'herbe sous le pied des syndicats. Alors, t'avais des gens complètement cons qui étaient là, ouais, pourquoi la CGT, ils appellent pas la grève générale dès le 20 juillet et tout. Enfin, bon, bref, Ouais. il y a des gens qui feraient mieux de passer plus de temps dans les orgas et un petit peu moins à donner leur avis de leur côté sans jamais rien faire en collectif. Mais bon, bref, ça c'est un autre problème. Et du coup, donc il y a eu préparation pendant tout l'été et tout. Et le truc est monté. Alors il y a plein de gens qui y ont participé. Hein. Nous, on a fait ce qu'on a pu à notre échelle parce qu'on se disait qu'il fallait faire des trucs. Mais il y a plein d'autres gens, notamment les orgas syndicales, etc., qui ont fait des trucs dans les bases. Hein, parce que une fois qu'on a chié sur les gens qui disent aux militants CGT quand est-ce qu'ils doivent se mettre en grève reconductible, il faut aussi dire des trucs sur les centrales syndicales, les têtes des centrales syndicales qui ont été en dessous de tout au moment de ce mouvement, qui ont laissé les trucs se refroidir et tout en se mettant à la remorque des syndicats les plus réformistes, les plus nuls. Bref, passons, il y aura vraiment un bilan intéressant à tirer de toute cette période. Et quand même, il faut vous rappeler que les mecs flippaient tellement. Il y avait des notes des RG, etc., qui disaient c'est une ambiance pré-gilet jaune. Dès le 10 septembre, dès les premières manifs, Retailleau avait balancé 80% de ses flics, d'accord, 80% de ses forces de flics avec un niveau de répression qui avait été dingue, des centaines de gens en garde à vue, etc., des mecs qui arrivaient, qui tabassaient tout le monde et tout. Et Bayrou avait tellement flippé qu'il avait démissionné avant le mouvement du 10 septembre, une semaine avant, en espérant que ça essouffle le truc. Donc bon, le truc de il a imposé son entrée, il a imposé sa sortie. Alain Duhamel, où étais-tu en 2025 en fait? Tu vois, c'est ce qu'on disait, et garder ça à l'esprit, hein, les gens, c'est justement, oui, quand on disait, bah, ils vont transformer les événements sociaux en décision individuelle. Bah là, typiquement, il a transformé un événement social qui aurait fait tomber n'importe quel Premier ministre, de toutes les manières, hein, censure, 49.1, 49.2, 49.3, voilà, là, ils ont fait un 49.2, je crois, de mémoire. Et tu vas voir ce qui est très significatif, il dit, il a imposé sa sortie, l'épisode le plus original de ce quinquennat surréaliste. C'est genre, lui, il comprend pas, il dit, c'est marrant, mais non, mais il ne comprend pas qu'en fait, il ne pouvait plus gouverner, quoi. Ça, c'est vraiment l'incapacité à comprendre ou l'incapacité à dire ce qu'il a compris, comme bon courtisan qu'il est. Il a voulu être humilié aujourd'hui afin d'être admiré demain. Mais dans quel monde Alain Duhamel. Attends, on va continuer parce que je vois la suite, les gars. Il ne parle pas de Bétarame. Hein. Une réputation d'habileté, de savoir-faire. Bizarrement, alors qu'il se présentait depuis 8 ans à Matignon, note de la rédaction, il commet des maladresses. Ce qui est marrant, c'est qu'il a commencé par dire de grandes facilités intellectuelles et après il dit il fait n'importe quoi. Tu vois, c'est vraiment, on peut dire tout et n'importe quoi. Voilà. Il commet des maladresses. Pourquoi tant de trébuchements alors qu'il s'agissait d'un projet nécessaire, impérieux, mûri depuis des décennies? Bah peut-être parce que par rapport à ce que t'as dit Zoé tout à l'heure, parce que ta première phrase était fausse parce qu'il est bête, voilà, tout simplement. Mais oui, déjà, il est complètement débile. Mais surtout, moi, je trouve ça un peu particulier d'utiliser les mots commettre des maladresses pour parler d'un gars qui a vraisemblablement couvert un scandale de pédocriminalité majeur avec des enfants extrêmement nombreux qui ont subi des violences physiques, psychiques et sexuelles pendant des décennies et qui a couvert le truc et qui n'a pas bougé et qui en plus a envoyé ses gosses là-dedans. Mais quelle dinguerie en fait! Utiliser le mot commettre des maladresses. Pourquoi tant de trébuchements? Mais franchement, moi je ne souhaite à personne de vivre ce que les enfants ont vécu à Bétarame et vivent dans d'autres endroits de l'enseignement privé catholique. D'ailleurs, très intéressante commission d'enquête dans laquelle siège Paul Vanier notamment là-dessus. Je ne souhaite ça à personne, sauf peut-être aux gens qui utilisent les mots trébuchement et connaître des maladresses pour parler de ça, quoi. Non mais sérieusement, c'est quoi cette dinguerie? Folie. Voilà. Et ensuite, nous allons enchaîner sur l'incroyable Xavier Bertrand. Alors Xavier Bertrand, figurez-vous que nous pouvons avoir des rapports un petit peu particuliers avec lui, particulièrement nous ici qui parlons souvent de trucs de la santé. Car Xavier Bertrand, alors bon voilà, homme politique français, UMP, hein, donc les Républicains maintenant, etc. Gars qui a commencé maire de Saint-Quentin, puis président du Conseil régional des Hauts-de-France depuis, etc. Dans sa carrière, il est passé au ministère de la Santé, puis au ministère du Travail. Et il est passé à la santé sous Sarkozy. Je me permets quand même de rappeler quelque chose que l'histoire a un petit peu oublié, mais qu'il faut toujours rappeler, c'est que c'était sous son ministère qu'il y a eu des gros scandales de l'affaire Mediator. Affaire Mediator, donc un médicament antidiabétique avec une efficacité extrêmement douteuse, mais surtout des événements indésirables gravissimes, notamment des atteintes de certaines valves cardiaques. On estime le nombre de décès à plusieurs milliers en France, et surtout qu'il y avait eu plusieurs alertes sur le manque d'efficacité de ce médicament, voire sur les risques qu'il faisait prendre. Et figurez-vous que
Et ben à l'époque, les pouvoirs publics, donc Xavier Bertrand en fait, avaient décidé de maintenir sa commercialisation et son remboursement. Et il y avait eu des bails sur le fait que, figurez-vous, que les conseillers de Xavier Bertrand à l'époque étaient rémunérés par le laboratoire Servier lui-même. Oh ben tiens, c'est bizarre cette histoire des conflits d'intérêts entre l'industrie pharmaceutique et les politiques qui nous gouvernent depuis ces 40 dernières années, qui donnent vraiment envie de se dire qu'il va falloir les collectiviser sévère. Alors moi, je pense qu'Alain Duhamel, dont la sœur s'est mariée avec le PDG de Sanofi, va évidemment nous parler de ce problème. Évidemment. Et je me permets de rappeler aussi qu'ensuite, il a été ministre du Travail. Il s'est notamment attaqué au fameux service minimum, vous savez, le truc pour empêcher les gens de faire grève, et puis aux fameux régimes spéciaux de retraite. Vous savez, c'est ces gens qui se la pètent à partir à la retraite avant d'être morts. Ça, c'est vraiment un gros souci. C'est ça. Voilà, bref, Xavier Bertrand, un camarade, n'est-ce pas? Vraiment, un de ceux qui est sur notre liste pour aller désherber les carottes à côté de Nathalie Saint-Cric et Alain Duhamel. Donc, nous sommes en train de nous renseigner pour sa taille de chapeau et le type de couleur de gourde dont il aimerait pouvoir bénéficier. Je vais donc vous lire la suite. Que va dire, à votre avis, Alain Duhamel sur Xavier Bertrand? Un politique intégral, bon analyste, très méthodique, travailleur comme personne. Alors, sauf quand il s'agit du coup de faire gaffe à ce que les médicaments ne butent pas les gens, mais gaulliste social. Vraiment, un jour, je vous promets, les gars, qu'on va faire des trucs sur le médicament et sur les scandales médicamenteux et sur quelles solutions politiques on peut trouver à ça. Parce que là, on parle du Mediator, ça, il y a vraiment des trucs intéressants à dire, mais je vais vous parler du Vioxx, je vais vous parler, vraiment, des dingueries dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est dans les cartons 2026, on va faire ça. Gaulliste social, putain, Chris, est-ce qu'il faudrait pas pendre par les couilles toute personne qui utilise le mot de gaulliste social? Ça dégage. Ou le gaulo-communisme, tout ça, là, toutes ces conneries. Vraiment. Gaulliste social, je vous rappelle ce que le mec a fait quand il était ministre du Travail, gaulliste social, vraiment. De Gaulle, déjà De Gaulle est pour moi le premier néolibéral français, voilà, dans sa politique, mais on pourra en reparler. Mais voilà, ça veut rien dire. C'est pas étonnant que ce soit Duhamel qui la sorte. C'est une tartufferie dépolitisante pour ne pas rappeler que De Gaulle était un président de droite sévère, dur, autoritaire et réactionnaire. Je veux dire, c'est un maurassien de base qui avait des milices privées politiques qui s'appelaient le SAC, le Service d'Action Civique. Donc, vraiment, c'est une catastrophe intellectuelle de parler de social ou je sais pas quoi en parlant de De Gaulle, quoi. Si vous utilisez le mot fourre-tout de dictateur pour parler de Nicolas Maduro, sachez que vous n'avez absolument pas le droit de ne pas l'utiliser pour Charles de Gaulle, en fait, clairement. Bref, il sait ce qu'il veut et ce qu'il vaut. On dirait un slogan de marque de shampoing, ou de stick déodorant. Pour vous valez bien. Non, mais c'est que ça te fait penser à L'Oréal. En fait. Pour l'homme qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qu'il vaut. Tu sais, un peu axe, quoi. Il est parmi les prétendants de droite celui qui exclut le plus clairement tout rapprochement avec le Rassemblement national. Et c'est pour ça qu'il n'a aucun avenir politique. Exactement. Voilà, donc nous on en a déjà parlé dans une vieille capsule, mais c'est l'occasion de le dire. Xavier Bertrand n'a aucun avenir politique, parce que sa ligne n'existe pas. C'est une noisette entre Édouard Philippe et Retailleau, Wauquiez, tout ça. Voilà, c'est vraiment une noisette de droite, Xavier Bertrand. Donc il a aucun avenir politique. Là, on a une autre, ça me plaît. Ils inventent des gens aussi. Rien que le fait d'en parler, tu les inventes. Yael Braun-Pivet, donc soutien au génocide, qui aime se prendre en photo avec des génocidaires, des gilets pare-balles et Meilleur Habib. J'ai envie de dire, quand t'as ça dans ton catalogue, dans tes photos de vacances, vous faites partie du problème. C'est quoi le petit truc rouge là en arrière-fond? Ah, ça, c'est... Laisse tomber. On a roulé sur un enfant palestinien pour venir, mais en même temps, il s'était pas décalé. Donc, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Voilà, donc il invente un truc. Elle s'est imposée, cela n'a pas été sans mal. Elle est tout feu, tout flamme. Elle a confiance en elle. Elle a décidément du caractère, du franc-parler. Vraiment, tu sais, on dirait qu'il va dire des phrases toutes faites genre « C'est une femme qui a du chien ». C'est genre cette phrase que je l'avais compris. Elle est femme jusqu'au bout des seins. C'est ça. Sardou corps. Ah ouais. Attends. De l'énergie à revendre. C'est un dictionnaire d'expressions toute faite. Elle est avant tout pivettiste. Ah oui, c'est pour pivette. Et esquisse une ligne politique personnelle de centre-gauche. Alors, centre, oui. Mais c'est là où vous voyez Duhamel à quel point il est de droite. Je sais pas ce qu'il y a de gauche chez cette personne, quoi. Voilà, c'est... Alors juste très vite fait, après on passe à quelqu'un d'autre, mais Yael Braun-Pivet, elle est en train d'essayer de faire passer une loi là actuellement au Parlement pour globalement interdire toute personne de critiquer le sionisme et ce que fait Israël actuellement en Palestine. Avec genre, il n'y a pas de problème.
avec cette acharnée de Caroline Yadan qui nous fait regretter. Ah Moi, je putain, dis, oui, pardon, qui je nous confonds fait. Pivet, je confonds Pivet et Yadan, excuse-moi. Oui, mais elle est d'accord. Oui, Caroline tout à Yadan fait, qui il y est à a la manœuvre Yadan qui est celle qui porte la loi, Voilà, mais c'est Brand ça. Pivet est Qui parfaitement est- d'accord, elle trouve ça super. et qui est une acharnée absolue. Donc c'est une loi vraiment liberticide, de censure conservatrice absolue, anti-progressiste. Et Caroline Yadan nous fait regretter Meilleur Habib, parce que je rappelle que quand tout le monde s'est réjoui que Meilleur Habib avait perdu son poste de député, c'était au profit de Caroline Yadan. Donc, Ah ouais, et c'est pas mieux, hein. C'est pas mieux. Voilà. Bref. Ensuite, on a Eric, le bien nommé Ciotti. Et il faut bien le Tout dire. à fait. Alors sachez, nous n'allons pas vous le mettre à l'écran à cause des règles de YouTube, mais sachez qu'il existe des gens qui ont fait un montage photo avec un prépuce sur le crâne chauve d'Éric Ciotti. Sachez que c'est probablement un des montages les plus drôles que je n'ai jamais vu. Voilà, je tiens à le dire. Désolée, parfois nous manquons de profondeur et nous rigolons sur des choses assez simples. Et moi, Ciotti tête de bite. Pardon, mais c'est parfait pour moi, ça me fait rire. Ça suffit à mon bonheur. Le plus trumpiste des hommes politiques français, en beaucoup plus sympathique et beaucoup plus provincial. Alors moi, j'aurais pas dit sympathique, Non. et je ne sais pas ce que veut dire provincial. Bah, sympathique. Genre, Moi, je trouve vraiment. il a la sympathie, si tu veux, des photos de Heinrich Himmler. Oui, voilà, Moi, c'est ça. Oui. C'est vraiment, bon, tu te dis, il est sympathique, mais ce serait pas le chef de la SS. Si, c'est lui, mais regarde, il sourit. Regarde, il est sympa. Vraiment pas Il est sympathique. sympa. Provincial, Provincial, En c'est une parisien. dinguerie, hein. depuis toujours, Duhamel, tu sais, la famille parisienne, etc., ça veut dire un peu tocard pour eux. C'est pas un compliment. Sachant que c'est un politicien de droite niçois. Je sais pas Ouais. si on peut dire qu'il représente les provinces françaises en Ouais. général, quoi. Estrosi, Quand même vraiment une tout sociologie ça. très 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 précise, quoi. Il incarne mieux que personne la droite de la droite. Oui, d'accord. À force d'être sous-estimé, il s'est radicalisé. Moi, je pense pas que c'est parce qu'il soit sous-estimé qu'il se soit radicalisé, Alain. Je pense que c'est un énorme droitard fasciste, en fait. Enfin, je sais pas. Moi, je pense que- même l'inverse. Je pense qu'à force de se radicaliser, tout le monde a compris que c'était un tocard. Tant qu'il prenait pas de position politique, il pouvait faire illusion, mais dès qu'il a commencé à vraiment se prendre pour un ouf, on a compris que le gars, il pouvait pas jouer en Ligue des Champions, quoi. Ouais, c'est plutôt ça, je pense. Cela le conduira-t-il comme il en rêve vers le ministère de l'Intérieur si Marine Le Pen ou Jordan Bardella l'emportent? Cela le stigmatisera-t-il au contraire pour toujours? Eh bien écoutez, la question reste moi- ouverte, hein. Moi, vraiment, je pense que Ciotti, Donc, je pense qu'il est mort, mais... même si le RN gagne, ce qui n'arrivera pas, ils lui diront pourquoi on s'emmerde avec lui là? Il nous a apporté quoi? 3 députés? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu vois ce que je veux dire? Il a aucun avenir, c'est une noisette. Alors lui, pour le coup, c'est une noisette entre la droite et l'extrême droite. C'est la Clémentine Autain de la droite. C'est ça, exactement. Gérald Darmanin, tiens, du coup, dans le genre mec mort. Voilà, on a cru en lui à un moment donné, mais bon, il a fait tout et n'importe quoi. Il a pas su se détacher de Macron, donc lui, pareil, il est dans les noisettes type Xavier Bertrand, là. De l'instinct, pas infaillible, de l'audace, une vive intelligence, un solide appétit, le goût du risque, un savoir-faire. Et on ne sait pas, tout ça, c'est voilà. Toujours les appositions, là, comme tu dis. Il comprend, connaît mieux que personne les réactions populaires. Ouais, Mais n'importe quoi. Gérald Darmanin, c'est un gars du peuple, voilà. De l'autorité, des nerfs solides, il est susceptible. Un petit provincial souriant aux dents longues, il lui a remis un coup de... Putain, mais il a vraiment un problème avec les mecs Bah, qui c'est un sont pas Parisien. nés dans sa famille à Paris, tu vois. Il Non. trouve que tout le monde... Oh, ils sont rigolos, ces petits provinciaux. Ils sont sympas. Je regarde la page du type, c'est des provinciaux qui commentent la politique, c'est très sympa. Des résultats mitigés au ministère de l'Intérieur, bah oui, voilà. Clivant, marquant, bruyant, candidat le plus à droite au milieu des décombres de l'armée macronienne, peut-être mieux taillé pour Matignon que pour l'Elysée. Voilà, il est taillé pour pas grand-chose, a priori, Darmanin. Bah là, c'est pareil, lui, c'est une noisette, il a aucun avenir. Oui, il est trop à droite pour le macronisme, il est trop macroniste pour la droite, enfin, c'est fini pour lui, quoi. Enfin, il n'y a plus rien à dire, quoi. Ensuite, on a... Attends, je me permets juste un petit rappel. Je me permets de rappeler qu'il y a des petites histoires au cul de Gérald Darmanin. Peut-être le fait qu'il monnayait des rapports sexuels contre le fait de faire avancer ton dossier à des femmes qui étaient en grande précarité. Peut-être le fait aussi qu'il y a des histoires d'harcèlement sexuel et d'abus de confiance. Bref, alors comme la justice gère toujours extrêmement bien ce genre de problème, il n'est rien arrivé à Gérald à ce jour. Mais écoutez,
si des femmes ont croisé Gérald dans leur vie, je ne peux que vous dire, les filles, force à vous déjà, parce que c'est pas facile. Et puis si un jour vous avez envie d'utiliser la justice bourgeoise punitiviste pour lui niquer sa race, je serai totalement derrière vous, bien que malheureusement la justice ne punit jamais ce genre de gars. Donc voilà. Mais bref, force à vous. Moi, ça me rend carcéraliste ce genre de gars. Normal. Que pour eux, hein. Tout le reste non, mais lui, oui. Alors ensuite, on a Rachida Dati. Moi, j'ai pas encore lu ce qu'il a dit sur Rachida, je préchote. Est-ce qu'on va avoir un truc un peu misogyne et un peu fétichiste avec Rachida? On va On va voir. Est-ce que tu vois, il va dire la gazelle ou je sais pas quoi, tu vois, ce genre Non, de il truc, va la pas aller lionne, jusque-là, il est trop la fort, panthère. mais il va quand même Ah. utiliser des adjectifs qui vont avec. Rachida Dati, Alors. une combattante féroce et une diva. Oh. Non, mais tu vois, c'est déjà misogyne en fait. Pré-shot, Bon, bref. voilà. Acharnée et vorace. Non, mais... Vorace, c'est Moi, je très veux bien, croqueuse d'hommes, là. Mais de fou. Mais en fait, est-ce qu'elle est plus vorace que tous les mecs dont on a parlé avant, en fait? Non, je crois pas. T'as vu, quand c'est des mecs ou machin, si, il y a une bonne fille un petit peu dont il a parlé, mais quand c'est des mecs, il est sûr de lui, il a confiance en lui, etc. Et là, elle est vorace, tu vois. Impérieuse, colérique, rapidement menaçante, audacieuse, sans limite, admirée et crainte, elle séduit et inquiète. Rachida Dati n'est pas un parangon de vertu. C'est chaud. Alors que François Bayrou et Gérald Darmanin, il n'y a pas de problème, les amis. Y a pas de Eux, c'est problème. des parangons de vertu, il n'y a C'est pas de ça. souci. Ils sont connus pour ça. Mais c'est une combattante féroce et un tempérament de feu. Et ben, tu vois, j'avais bien pré-shot, je pense, mon Chris. Alors qu'on soit d'accord, Rachida Dati, immense ennemie politique, aucun problème, énorme droitarde, grosse traître, bref, tout ce qu'on veut. Mais bref, on se sait sur ce genre de définition, c'est extrêmement énervant. C'est ça. Olivier Faure. Qui c'est déjà, Olivier Faure? Ah oui, merde, putain. C'était le gars qui si, était... Chris, tu sais, c'était le... Si. Ah, putain, tu sais comment ça s'appelait ce truc? La primaire. Ah oui, Tu sais. mais il est... Tu remets ou pas? Au PS, non? Mais c'est pas celui qui avait dit qu'il avait obtenu qu'il n'y aurait pas de 49.3. Ah oui. C'est Et ça, puis après, si tu sais, la dernière fois qu'on l'a vu, il était en mode crêpe sur le bitume, juste à côté de la voiture de François Hollande qui venait de rouler dessus. Tu vois le truc? Pensez à lui et à ses proches, hein, voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit du ML? Un cas très à part, un homme politique professionnel, oui, un apparatchik, on dit chez nous. Un poids lourd et pourtant personne ne le connaît vraiment. C'est son problème, Olivier. C'est le problème de fond. Énigmatique, trop retenu, prudent, trop pudique. Alors, ça, c'est la manière qu'a Duhamel de dire ce que dit Zoé, chiant. Voilà. Oui. Méga chiant. Méga chiant, on s'emmerde. On s'emmerde de fou. Il va te donner le point parce qu'il dit après, ce n'est pas un tribun, il n'a pas de charisme. Ah non, bien vu Alain. Bien vu. 60 ans de politique Alain, tu l'as remarqué, bravo. Même sans... la violence. Écoute bien. Même son autobiographie explique d'où il est, d'où il vient, ce qu'il a fait, mais pas ce qu'il est. C'est le gars dont tout le monde se fout. Qui a lu l'autobiographie d'Olivier Faure à part Alain Duhamel, tu vois? À part le mec qui fait les fiches pour Alain Duhamel. Je crois que même la mère d'Olivier Faure a lu l'autobiographie pour connaître son propre fils. Bon, bref. Le sphinx socialiste, d'où ça sort, ça? Il fallait mettre un mot avec un X dedans. Ouais, c'est comme au Scrabble, quoi. Ouais, c'est ça. Difficile de lui attribuer une ligne politique faussement humble, vraiment manœuvrier. Bah, nous, on le sait. C'est le valet de la noisette. Un médiocre petit manœuvreur, voilà. Médiocre orateur, comme ça, boum. Ah, il est d'accord avec toi. Allez, tac. Habile négociateur. Alors, nous, on est pour dire médiocre orateur et médiocre négociateur aussi. Parce que je sais pas quand est-ce que ça a été écrit, ça. Mais nous, on vient de faire une capsule là-dessus sur son décès. Bah, en fait, on voit qu'il a rien négocié du tout parce qu'il y a comme eu un 49.3 en fait, quoi. Son modèle ne serait-il pas finalement Guy Mollet? Quant au modèle, c'est Guy Mollet. Je veux dire, Guy Mollet, c'est vraiment les socialistes qui ont supporté de balancer des Arabes à la Seine en 61, qui ont supporté le colonialisme et qui ont appelé le général de Gaulle à revenir au pouvoir pour garder les colonies françaises. Vous vous souvenez quand on dit génération plus jamais PS et qu'on vous dit ça dure depuis au moins 40 ans? C'est qu'en fait, on n'a pas le temps de remonter jusqu'à il y a un siècle. Génération plus jamais SFIO, ouais. Bon bref, c'est une longue tradition. Hein. Ne demandez pas à la SFIO comment ils ont géré les grèves de 46, vous seriez surpris. Bah, demandez pas non plus au PCF, mais... Non. Mais bref... Il lui met des balles, mon gars. Il est vraiment mort hein, pour qu'il l'attaque comme ça. Gouvernant contesté, redoutable tacticien, pitoyable homme d'État, idéologiquement très à gauche, politiquement plus à droite. Oui, bah voilà, c'est
C'est Guy Mollet, mais c'est Faure pour lui. Bon, moi je crois qu'on a tout dit. Allez voir la capsule, mais Faure il est mort. Il n'a pas réussi à créer une ligne, donc il va être fini par les gens de droite, Hollande, Vallot, Gage. C'est fini pour ce pauvre Olivier Faure. Ensuite, on a un autre bien. On arrive à notre banger. Nous avons aussi fait une vidéo sur ce banger absolu. Raphaël Glucksmann. On en a fait plusieurs, mais il y en a notamment 2 le jour de son enterrement, en fait, lors de cette catastrophique émission Fleuve où il répond à des questions et tout. Vraiment, le mec, c'est fini, littéralement terminé ce jour-là. Et donc, à votre avis, que va nous dire Alain Duhamel ? Idéaliste, intellectuel, autogéré. Autogéré. Cultivé, vaillant, candide. Candide. Ça veut dire il est complètement con, mais poliment, tu vois. Sur les rangs, en candidat libre, romanesque, parfois naïf, il dit vraiment qu'il est con. C'est-à-dire que le mec l'a rencontré dans un déjeuner et il a appelé, il a dit « Alors je sais que Léa, Nathalie, je sais que Léa arrête pas de vouloir nous vendre son mec comme étant le prochain président de la République, mais il est trop bête, hein. Il est vraiment trop con, ça va pas le faire. Ah bon, t'es sûr Alain? Mais on va quand même essayer de le pousser. Moi j'ai demandé à Benjamin de le recevoir en lui suçant la bite et tout. Non mais non, vraiment, il est trop bête, ça va pas être possible. Donc, romanesque, parfois naïf, fervent et vulnérable, intellectuel mais combattant ardent. En ce qui concerne le travail théorique, il n'a pas de concurrence au sommet du Parti socialiste. Il n'y a aucun travail théorique de Raphaël Glucksmann. Après, il n'y en a pas non plus au Parti socialiste. Donc, oui, non, mais en fait... Ça équilibre le truc, quoi. D'accord, mais bon, on attend toujours son programme. Ben oui, mais du coup, il est censé faire un grand travail théorique. On attend toujours son programme, on guette d'introuvables discours, il se fait rare, trop rare. Il ne transige pas sur ce qu'il est et veut devenir, mais son apprentissage politique est loin d'être achevé. Il est nul, quoi. Ouais, mais dis-le, Alain. Il est nul et il est mort. Bah oui, bref. Bah nous, c'est ce qu'on a dit aussi. Il est terminado, pareil. Il a essayé de... choper cette ligne-là de l'autre gauche, mais en fait, il y a des gens trop forts pour lui en face. François Hollande, c'est vraiment le gars, il a 4 Coupes du Monde derrière lui, il a joué 15 fois la Ligue des Champions. Toi, t'arrives, t'as 19 ans, t'es un peu porté par tes sponsors. Non, t'es pas prêt, donc voilà. Rafa, c'est fini pour toi. Et donc là, comme vous le voyez les amis, nous sommes en train de déguster cette dinguerie. Sachez que juste derrière, il va arriver les gros noms, les Hollande, les Mélenchon, les Zemmour, les machins, les trucs, les Tondelier, les Roussel. On va pouvoir s'éclater. On refait, grâce à Alain Duhamel et son vide absolu, un petit tour de la politique française. On va le faire du coup en 2 parties parce que vraiment, c'est trop copieux. Et là, nous avons déjà bien mangé, les amis. On va pouvoir continuer de se foutre de la gueule de tout le monde, sauf de ceux qu'on aime bien, mais ils sont pas très nombreux. Et donc, sachez que nous allons sortir très très bientôt, peut-être même demain, la suite de cette revue de la politique française. Petit bilan avant de se lancer dans les grandes campagnes pour la présidentielle qui vont commencer courant 2026. Sur ce, les amis, il me reste à vous suggérer d'aller voir sur la chaîne On ne veut plus le très très bon entretien fait avec Thierry Deron. Thierry Deron, militant, réalisateur de documentaires, marxiste, spécialiste des révolutions bolivariennes, qui tient aussi un excellent blog Venezuela Info qu'on vous a leaké dans l'entretien On ne veut plus. Vraiment, il y a énormément de choses à lire si vous voulez entendre parler du Venezuela, du chavisme, d'une manière un peu différente, des médias dominants et des franges, on va dire... qui tiennent le même discours que les médias dominants, mais qui pensent être de gauche radicale. N'hésitez pas à aller voir cet entretien passionnant et à aller voir ses docus, lire ses articles, etc. Si vous voulez devenir un petit peu basé sur l'Amérique latine et particulièrement sur la situation vénézuélienne, mais pas que. Son blog est une mine d'informations incroyable, vraiment. Et une information de premier plan, car il vit en Amérique latine depuis des décennies. Il a vécu au Nicaragua et là maintenant, il vit au Venezuela depuis plus de 30 ans. Merci beaucoup au camarade Thierry Deron de nous avoir donné cet entretien. On va rester en lien avec lui et on va continuer à faire des trucs avec lui. Il me reste aussi à vous suggérer d'aller lire le très bon entretien paru sur Position Revue très récemment, un long entretien mené par Chris avec une sociologue Fabienne Montmasson-Michel qui nous parle de l'histoire de l'école maternelle et du désembourgeoisement de la gestion des enfants. C'est très long mais c'est passionnant. Allez lire ça. C'est des trucs dont on va se nourrir nous bientôt. Il me reste aussi à vous dire que malheureusement, notre événement Plus Jamais PS, l'incroyable, le merveilleux est complet. Alors les gars, autant vous dire, on s'est retrouvé complet en 24 heures en fait. Donc on avait 400 places à vendre. On doutait un peu, on se disait ouais, est-ce qu'il faudra qu'on fasse une billetterie sur place si on n'a pas tout vendu et tout. Et on a tout vendu en 24 heures. Donc écoutez, déjà merci beaucoup à tous ceux qui ont réservé leur place. Et ce que je peux vous dire quand même, c'est que si vous avez réservé une place mais que vous vous rendez compte que vous pouvez pas venir, n'hésitez pas à nous en parler parce qu'on a plein de monde qui nous envoie des messages qui aimeraient pouvoir être
fête-là et tout ça. Donc, ça nous permettra de redispatcher les places. Voilà. Ça va être une soirée trop bien. Pour tous ceux qui n'ont pas pu venir ou avoir leur place, etc., je vous rappelle qu'il y a une diffusion sur YouTube et nous allons faire d'autres événements courant année 2026. Alors, on ne peut pas tout vous dire pour le moment. Ce sera des choses aussi un peu différentes. Mais on a plein de trucs de prévus, donc ne vous inquiétez pas. Il y a des trucs à faire. Et de toute façon, si vous voulez participer à la campagne Plus Jamais PS, n'hésitez pas à nous contacter via le site On ne veut plus. Vous constituez un petit groupe, vous élisez un binôme paritaire. On vous envoie des affiches et tout ça pour coller. Sachez en plus que sur Paris, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Paris qui sont déçus de ne pas pouvoir venir, il y a des groupes de collage très actifs là qui sont en train de se monter. Il y en a plein. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous mette en lien avec eux. Et puis écoutez, j'ai dit à peu près tout, à part que vous pouvez nous aider à nous financer via le Tipeee, que vous pouvez vous abonner à toutes les chaînes, que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Insta, Twitter, lire la meilleure revue marxiste francophone du game, c'est-à-dire Position Revue. Et sur ça, on vous dit à plus et à très bientôt pour la litanie de Duhamel. À plus tout le monde, salut. Salut.